Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour à tout le monde, bienvenue à l'armée. C'est avec un plaisir que vous accueille ici à la Maison des Communes et je suis content justement de participer à cette visioconférence par rapport au correspondant de France qui nous allons essayer de la structurer au niveau de nos collectivités parce que vous êtes un élément important pour nous et surtout par rapport aux forces militaires pour remonter toutes les informations que vous disposez et éventuellement aussi les informations que va vous diffuser donc l'institution militaire. On va se présenter. On va commencer par Monsieur. Donc, je suis le lieutenant-colonel Lebet, je suis délégué militaire départemental adjoint des Pyrénées-Atlantiques depuis 2017. Voilà. Je suis M. Cognard, je suis le chef du centre du service national et de la jeunesse de Pau depuis juin 2015. François Vergès, je suis directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre depuis quelques années déjà. Monsieur. Bonjour, capitaine Bois, je suis adjoint au chef du centre de service national et de la jeunesse de Pau. Bonjour à tous. Donc, je vais leur laisser la main parce que c'est eux qui vont nous présenter les différentes orientations, comment on peut instaurer ce dialogue entre le monde des élus et le monde des autorités militaires. Je ne sais pas comment on avait prévu, c'est M. Lebet qui prend la parole, donc on vous laisse la parole. Bon, d'abord, M. le Président, merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que la dernière réunion des correspondants défense avait lieu en 2018 de mémoire. On l'avait organisée à l'école des troupes aéroportées. Il y avait une forte participation. Maintenant, la participation n'est jamais assez forte, puisque sur les 546 communes, il y en avait à peu près un tiers qui était là, mais c'était déjà très bien. Donc là, c'est un peu une reprise de contact avec le problème du Covid, et sachant qu'en septembre, il y aura peut-être encore quelque chose qui se fera. On est un très bon département, vous êtes des très bons maires, puisque sur les 546 communes, on a identifié 516 correspondants défense. Donc, on fait partie du top du top. Voilà. On passe à la diapo suivante. Donc, je vais vous passer une petite diapositive, simplement pour vous dire qui est la DMD, mais très rapidement, un peu les préoccupations qu'on a actuellement au niveau des départements. Voilà. Je pense que tout le monde le voit. Tu peux passer la diapo. Oui. Donc, on va suivre ce plan suivant très rapidement. J'en ai pour 10 minutes en tout. Une présentation de la DMD, de ses missions. Qu'est-ce qu'un CORDEF? Et je vous parlerai aussi très rapidement du protocole, et on y reviendra. Alors, important, c'est que les Pyrénées-Atlantiques, c'est un peu plus de 4000 militaires qui ont une vocation essentiellement troisième dimension et force spéciale. Je vous présenterai les unités. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quand il y a des catastrophes naturelles, que vous avez des besoins particuliers, un pont qui s'effondre, on a très peu de moyens lourds dans le département susceptibles d'être mis à disposition rapidement. Les seuls moyens lourds qu'on a en forte quantité, c'est des hélicoptères, puisque Pau est actuellement la première base en Europe en nombre d'hélicoptères avec environ 110-120 appareils, sachant qu'à proximité de Pau, il y a Dax, qui est l'école de formation des pilotes, l'école de formation interarmée, même interministérielle, qui comporte 36 hélicoptères de plus. Donc, grosso modo, on a un package sur un faible volume de 150 appareils dans le département, ce qui est énorme. Donc, force spéciale, vocation troisième dimension, parachutiste, tout ça, ce sont des unités qui sont très particulières. Et au total, on va y revenir. Je passe la diapo, s'il te plaît. Voilà, développe tout de suite. Donc, au niveau des différentes unités, donc il y a le premier PIMA qui se trouve à Bayonne. Donc là, ce sont les grosses unités. C'est un régiment des forces spéciales, qui est le régiment choc des forces spéciales. Il y a le 5e régiment d'hélicoptères de combat qui est à Pau. Vous avez le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales qui est à Pau. La fameuse école des troupes aéroportées qui est à Pau. Et puis autour de ça, il y a deux entités qui sont un peu atypiques, de 7 airs, le centre des archives du personnel militaire, la caserne Bernadotte que la plupart d'entre vous doivent connaître.
Donc, en tout, 4000 militaires et l'état-major des forces spéciales, parce que je ne l'ai pas dit en me présentant, je ne suis pas le délégué militaire départemental en titre. Le délégué militaire départemental en titre, c'est le général Barax qui commande les forces spéciales depuis l'été dernier. On aura peut-être l'occasion de voir lors d'une prochaine rencontre. Bon, vous voyez tout ce petit monde, c'est compliqué, c'est beaucoup de petites unités, mais en gros, ce qu'il faut, entre guillemets, retenir, c'est plus de 4000 militaires et des familles associées, et donc de l'emploi, des écoles qui sont alimentées par ces familles de militaires. Alors, voilà, vous avez une photo du général Barras, comme ça vous permettra de l'avoir vu au moins une fois pour commencer en photo. Donc lui, son job principal, 95% de son travail, c'est préparer les forces spéciales pour les envoyer sur les théâtres d'opération. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, mais à Pau, on a ce qu'on appelle le centre ARES, qui est un centre où on prépare donc, les forces spéciales, hein, avec 3 régiments en particulier, 3 régiments sous ses ordres, qui sont, comme je vous l'ai dit, le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, le 1er RPIMA de Bayonne, régiment historique, et le 13e régiment de dragons parachutistes qui est à Souges, hein, qui est hors périmètre départemental, mais qui fait partie des forces spéciales. Donc lui, le gros du job pour le général, c'est préparer, projeter, et puis récupérer les forces employées dans le domaine des forces spéciales. Ensuite, il a une deuxième casquette. Bon, alors toutes les rappelez une fois. Voilà, toutes les casquettes arrivent en dessus. Ensuite, il est chef du bureau de garnison. Alors, la particularité, c'est qu'à Pau, on n'a plus de bureau de garnison. C'est le DMDA, c'est-à-dire moi, qui assurons les fonctions du bureau de garnison, notamment pour tout ce qui est cérémonial, piquet d'honneur. Alors, tout de suite, ce n'est pas méchant de ma part, on a une grande tension au personnel compte tenu de la projection. Je ne parle pas du Covid qui vient se rajouter là-dessus, mais lorsque vous nous demandez des piquets d'honneur, on vous répond quasiment systématiquement de façon négative. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce que c'est très compliqué et nous n'avons plus les moyens. Donc le général, il a 4 casquettes. Force spéciale, bureau de garnison qui n'existe plus, son DMDA, c'est-à-dire moi, et la base de défense, c'est-à-dire, je vous passe les sigles, hein, état-major des armées, SICOS, etc. La base de défense, c'est un peu l'organisme qui soutient tout ce petit monde. Non, avant, on revient en arrière. Voilà, alors la DFT, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que je suis au centre du monde, enfin je ne suis pas au centre du monde, autour de moi gravitent énormément de gens, que ce soit dans le monde militaire, que ce soit dans les forces de sécurité intérieure, la police aux frontières, les douanes, la gendarmerie, enfin j'en passe. Chaque item qui est proposé ici vous montre qu'on gravite. Petit point particulier, la DMD, c'est 2 personnels permanents, c'est-à-dire moi et une secrétaire civile et moi-même, et ce sont ensuite 12 réservistes. Donc vous voyez que on n'est vraiment pas nombreux pour être. Je suis l'interlocuteur de plein de gens et je suis un peu la personne qu'on vient chercher quand on ne sait plus comment faire. Quand on trouve 17 tonnes d'explosifs à la frontière espagnole dans un camion, on m'appelle pour dire qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, cas concret, malheureux cas concret, hein, un tigre s'est déplacé, un hélicoptère tigre s'est déplacé entre Pau et Condom. En arrivant à Condom, il s'est aperçu qu'il lui manquait un panier de roquettes. Voilà, on ne sait pas où est le panier de roquettes. Donc, on appelle le DMD. Voilà, donc je gère un peu tous les cas non conformes. Je voudrais faire une aparté sur les 2 grosses parties de mon boulot. C'est actuellement Sentinelle. Nous sommes le département dans la zone sud-ouest où la plus grosse force Sentinelle est déployée de façon totalement équivalente avec Bordeaux. On a autant de personnel Sentinelle dans le 64 qu'on en a à Bordeaux. Alors, je vais vous donner les chiffres sur lesquels il ne faut pas communiquer, mais je vais vous les donner quand même. On ne doit pas communiquer sur le volume de la force. Entre Pau et Bayonne, on a 61 militaires et depuis 2 mois, on a projeté 61 autres militaires sur la frontière espagnole pour faire de la lutte contre le terrorisme qui s'apparente fortement, même si on n'est pas censé le faire, à la lutte contre l'immigration clandestine. Bon, le dispositif est en train d'être revu à la baisse. Ces 122 militaires, aujourd'hui, ils sont commandés par la DMD, c'est-à-dire par mon équipe de réservistes. Pour nous, c'est une grosse charge de travail.
Ensuite, on a tout ce qui est rayonnement. Le rayonnement, pour ceux qui savent, ce sont les rallyes citoyens. On organise dans le département 3 rallyes citoyens, dont 2 principaux, je dirais, parce que c'est nous les organisations de 90%, celui de Pau et celui de Bayonne. Et également le rallye d'Oloron-Sainte-Marie, donc qui regroupe à chaque fois environ 150 jeunes et qui sont sensibilisés sur la citoyenneté pendant cette journée. Donc, ça se déroulera d'ailleurs Pau-Bayonne à la fin du mois de mars. Donc, là, c'est très bientôt. Ensuite, on organise plein de choses exotiques comme la Journée nationale des réservistes. Je suis membre de la commission consultative de l'aéroport concernant l'environnement et les nuisances, sachant que c'est un problème qui, j'imagine, pour certains d'entre vous, est assez sensible, hein, avec tous ces hélicoptères qui volent, ces avions qui larguent des parachutistes, et surtout avec un nouvel avion qui s'appelle l'A400M, qui est plus haut, donc on a l'impression qu'il vole plus bas. En fait, il a le même moteur, mais il fait plus de bruit. Bon, tout ça, ça amène pas mal de soucis sur lesquels je suis amené à travailler. Et enfin, je travaille hebdomadairement en liaison avec, je dirais, le pool rapproché du préfet à la préfecture, dans ce qu'on appelle la réunion sécurité, qui est une réunion hebdomadaire dans laquelle est abordée en présence du préfet ou du directeur de cabinet, quand ce n'est pas les deux, avec la DGSI, les renseignements territoriaux, l'UCLAT, la gendarmerie, la police aux frontières, la police nationale, où on aborde tous les problèmes de sécurité dans le département, hein, que ce soit de la sécurité routière, que ce soit de la sécurité dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Donc, je participe aussi à cette réunion. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près, j'ai brossé au sens large du terme la DMD, ce qu'on y fait. Voilà. On va passer maintenant sur qu'est-ce qu'un Cordef. Donc là, on s'adresse directement à vous. Ah, il n'y a pas de diapo. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'un Cordef? Bon, il manque une diapo, c'est pas grave. C'est un élu désigné et qui siège réglementairement au conseil municipal. Vous savez, l'interlocuteur des citoyens sur les questions de défense et le conseiller de maire pour les questions de défense. Donc, il est là pour informer les citoyens. On essaie de vous envoyer via le capitaine Fléchette, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est ma cheville ouvrière. Hein. C'est lui qui a préparé de main de maître toute cette réunion et qui a même préparé cette présentation. On essaie de vous informer, de vous donner des informations de défense assez régulières. Alors, on ne vous les envoie pas toutes, parce que le but, c'est pas de vous gaver non plus. Voilà, alors je vous les envoie quand j'estime que ça fait un petit moment que vous n'en avez pas eu. Voilà. Très intéressant d'ailleurs. Pas tout, parce que sinon, voilà. Alors bon, je sais que ça a un intérêt peut-être pas de façon égale entre vous, hein, entre une petite commune de 20 habitants et Pau ou Bayonne, c'est sûr que vous n'avez pas la même vision des problématiques de défense. Je ne dis pas ça, j'ai rien contre les petites communes de 20 habitants, bien le contraire. Surtout quand c'est des anciens militaires qui les représentent. Il développe son réseau de Cordef avec ses communes voisines et vous participez aussi à développer le devoir de mémoire. Ce sera abordé ensuite par le NAC VG, par M. Vergès à ma droite. Ensuite, il y a le cérémonial, ce qu'on vous présente ici comme étant le protocole. Alors là, c'est pareil. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Vous êtes censé détenir ce document, qui est le protocole à l'usage des maires. Donc, comme on n'est pas sûr que vous l'ayez tous, ou pas du tout, je ne sais pas, on va vous l'envoyer. Il a déjà été envoyé. Alors, tant mais sinon, on allait le faire. Bon, c'est un document de 10 pages qui est quand même assez succinct. Si vous devez organiser des cérémonies, honnêtement, je pense qu'il est bien fait. Ça explique le principal. Et si jamais vous avez vraiment des questions, vous pouvez toujours contacter la DMD, c'est-à-dire moi, puisque j'ai un sous-officier réserviste qui est un spécialiste du cérémonial, qui organise le 4, notamment 11 septembre, 11 novembre, je veux dire 14 juillet à Pau, qui organise toutes les grandes cérémonies militaires et qui est parfaitement lâché sur cette affaire-là. Voilà, bon, là vous avez le calendrier des cérémonies, hein, qui sont actuellement au nombre de 18. Il passe. Et j'en ai terminé. Voilà. Donc là, je passe la parole. Quoi, le deuxième, c'est ça, je passe la parole à M. Vergès, qui est donc le président départemental de l'ONAC VG.
On voulait commencer déjà par une correction, pas le président, le directeur. Oui, le directeur, pardon. Et ça rentre parfaitement dans le sujet. Alors, je vais très simplement vous présenter ce qui est l'ONAC et ensuite aborder un projet sur lequel je souhaiterais mobiliser les Cordef dans les mois à venir pour certains et sur les années à venir pour la totalité. C'est le patrimoine des monuments au monde. Alors, l'ONAC, c'est quoi? C'est une administration de l'État et non pas une association. Lorsqu'on parle d'anciens combattants, on songe bien sûr aux associations d'anciens combattants, vu qu'il y avait parmi les élus quelques représentants associatifs. C'est une administration qui est sous la tutelle du ministre de la Défense, des Armées, pardon, et qui n'est pas sous l'autorité générale par elle. Sous l'autorité du préfet dans le département. L'origine de l'Office national des anciens combattants, c'est la guerre de 14-18. C'est la prise en compte des mutilés de guerre, c'est la prise en compte des orphelins de guerre, des veuves de guerre. C'est aussi, un petit peu plus tard, dans les années 20, la reconnaissance nationale pour les combattants. Aujourd'hui, l'Office national des anciens combattants, qui est donc l'établissement public de l'État, avec des services départementaux dans chaque département, a 6 missions. La première, c'est la reconnaissance nationale. On commence au manifeste de la reconnaissance nationale, c'est l'attribution de la carte du combattant. C'est un titre que tout le monde connaît. Voilà. Mission de solidarité aussi. Nous avons un budget de plus de 500 000 € pour le département, c'est le 3e budget national, pour venir en aide aux anciens combattants et aux veuves, et aux autres catégories de la nation. La 3e grande mission, c'est la mémoire. On a parlé tout à l'heure, je parlais de devoir de mémoire. On est davantage sur le travail de mémoire. Alors, mémoire s'écrit souvent sans S. Il faudrait parler de mémoire au pluriel. Nationale, départementale, locale, familiale, celle des témoins, les mémoires associatives également. Et donc avec une production d'expositions, de publications, de soutien des projets qui peuvent être des projets scolaires, communaux ou associatifs. Une autre mission, c'est la représentation de l'État. Le directeur de l'ONAC se déplace auprès des associations départementales, hors période Covid bien sûr, pour représenter le préfet ou le ministre et porter la bonne parole de l'État et recevoir en retour les revendications associatives. On travaille également maintenant depuis 2015 sur le suivi des blessés à l'OPEX. Et la dernière mission, c'est l'œuvre nationale du Bleu de France, que certains élus connaissent bien, puisqu'il y a des collègues nés le 11 novembre. Et c'est une mission à part entière de l'ONAC depuis les années 90, puisqu'on a récupéré cette compétence qui était traitée par une association nationale. Le sujet thématique que je voudrais aborder, c'est celui des monuments au monde. Je ne vais pas aborder ici toute la mission mémoire, tout le contenu de la mission mémoire, mais juste les monuments au monde. Les monuments au monde, pourquoi sont-ils apparus après la guerre de 14-18? Alors, la réponse qui viendrait, c'est pour rendre hommage aux morts. La réponse est plus complexe que ça. Il y a 3 motifs d'ordre politique. Revendiquer la qualité de citoyens, de ceux qui se sont battus. Ça, c'est fondamental. Exiger une reconnaissance nationale pour ceux qui ont défendu la patrie. Et également montrer les ravages de la guerre. C'est pour ça que les monuments aux morts correspondent parfaitement à ce que l'on a dit de cette guerre, c'est la guerre des guerres. Et les monuments aux morts étaient là aussi pour rappeler que ça devait être la guerre des guerres. Et c'était un appel à la paix, sans être pacifiste. Mais il y avait aussi des motifs liés au deuil. Un deuil familial, bien sûr. Il fallait trouver en quelque sorte un tombeau de substitution, puisque les corps n'étaient généralement pas rapatriés, mais aussi un deuil communal,
les solidarités à cette époque-là sont extrêmement fortes dans les communes. Et donc, c'est la commune qui se rassemble autour des familles endeuillées. Et puis, il y a aussi un motif qui est à la fois politique et humain. Il faut justifier le deuil. Justifier le deuil par le sacrifice patriotique. Il faut rehausser le deuil. C'est pas un deuil ordinaire. Et puis, surtout, et c'est là le côté humain, il faut apaiser la douleur des familles. Voilà, donc ce sont des explications à ces monuments aux morts qui ne sont généralement pas données sous cette forme-là. On retient souvent uniquement l'aspect devoir de mémoire. Ce n'est qu'une partie des explications. Alors, les monuments aux morts, est-ce un sujet d'actualité? Alors, je veux vous dire franchement qu'au début de 2000, je suis arrivé moi ici en fin 99, j'ai lancé une enquête auprès des communes, auprès des mairies, pour recenser les monuments aux morts, leurs aspects, les détails, etc. Le succès a été très mitigé. Il n'y a pas eu un engouement dans les réponses. Au début des années 2000, le monument aux morts n'intéressait pas vraiment. Et puis les choses ont bougé avec une véritable éclosion de ce sujet-là, de ce thème, à partir de 2008, du 90e anniversaire de l'armistice, et forcément ensuite pendant le centenaire de la guerre de 14. Donc on est passé en 2000 d'un petit guide d'interprétation que j'avais réalisé à un bouquin qui a été fait en collaboration avec la fac, un bouquin qui a été fait par la Société des sciences et lettres des arts de Bayonne, plusieurs dossiers pédagogiques, archives départementales, communauté d'agglomération de Pau, éducation nationale. Donc voilà, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. Si je vous en parle aujourd'hui aussi, c'est parce que les monuments aux morts ont 100 ans. Ils ont commencé à être construits en 1919 jusqu'en 1927 pour la plupart. Et on va commémorer aussi la loi du 24 octobre 1922 qui institue le 11 novembre comme journée nationale commémorative. Donc il y a une actualité évidente. Je passe quelques petites diapositives de monuments aux morts. Il y en avait une, c'était bien avant, deux diapos avant celle-là. Avant celle-là, voilà, on a une planche de divers monuments aux morts qui sont nationaux. Mais vous allez voir dans les photos qui vont vous être passées là, la grande diversité esthétique des monuments aux morts. La planche, là, c'est la maquette du monument de Biarritz. Le monument de Biarritz ne ressemble pas du tout à ça, ou pas complètement à ça aujourd'hui, suite à un certain nombre de polémiques, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Mais on a toute une diversité. Hein. Vous avez ici les monuments de Sarance, de Barcus et d'Urugne. Je signale que le monument aux morts d'Urugne est l'un des 6 monuments aux morts monuments historiques depuis 2018 ou 2017, je sais pas. Voilà. Vous avez aussi le traitement des poilus. Donc vous avez celui de Naï qui est le grenadier hein, de Poublan, celui de Livron au centre et celui de Lembeil, victorieux. Le deuil qui est traité de façon différente. Gelos, la veuve et l'orphelin. Biarritz, c'est toute une famille qui est rassemblée autour du tombeau de substitution, la mère, le père, de l'autre côté la veuve et 3 petits-enfants. Et le dernier, c'est celui de Mauléon, qui est l'œuvre d'Ernest Gabart. Et là, on voit bien que ce qui est traité par l'artiste, c'est l'absence d'une génération d'hommes. Et c'est très significatif, particulièrement au Pays Basque. Alors, le projet que je veux aborder, c'est un projet sur la patrimonialisation des monuments aux morts. C'est un objectif. Et c'est un projet qui vient de débuter le 1er février. Alors, patrimonialiser les monuments aux morts, ça veut dire quoi?
eh bien, c'est aller au-delà de la fonction du monument aux morts tel qu'on la perçoit aujourd'hui. Le monument aux morts, c'est le lieu d'expression du souvenir, du devoir de mémoire, c'est l'organisation des cérémonies. Mais en général, un monument aux morts, on va pas le voir en dehors d'une cérémonie. On l'examine pas, on le décrypte pas. Il n'est pas un objet de curiosité. Et objet de curiosité, c'est pas du tout péjoratif. Hein. On ne s'y intéresse pas plus que ça. C'est le monument communal installé. Voilà. L'idée serait de considérer le monument aux morts comme un élément du patrimoine communal à part entière, au même titre que l'église, qu'un château, qu'une maison ancienne, etc. Le monument aux morts a une valeur esthétique, parfois pas, mais peu importe. Il a une signification, il parle par sa forme, par ses inscriptions, par ses symboles, par ses statuts parfois. Et donc il raconte une histoire, et l'histoire d'une commune pendant un laps de temps assez court, celui des guerres, mais il raconte l'histoire de cette population qui a été meurtrie. Et donc il faut le voir aussi comme ça. Alors ce projet est un projet interdépartemental que je coordonne, puisqu'il associe les départements des Landes possiblement dans quelques semaines, mais déjà la Gironde et les Hautes-Pyrénées. Et c'est un projet interdépartemental et pluriannuel. Bien sûr, il est dirigé vers les élus, vers les maires et vers les CORDEF. C'est pas l'ONAC qui veut faire de la patrimonialisation pour se faire plaisir. L'idée, c'est que les communes s'approprient le monument aux morts comme un objet de patrimoine. Voilà. Et tout ceci sans jugement sur l'esthétisme du monument aux morts. L'obélisque est la forme la plus répandue, mais il y a possibilité de traiter ce type de monument aux morts comme on traite un monument de Biarritz, de Bayonne, comme vous l'avez à l'image, ou d'autres monuments où il y a des statues ou pas de statues. L'idée, c'est de travailler aussi par étapes, c'est-à-dire 2021, on travaillera, donc dans les départements que je vous citais, sur un petit panel de monuments aux morts. L'idée, c'est de mettre en place des outils qui pourront servir à toutes les communes et surtout des outils abordables en termes de coûts. Il n'est pas question de vous proposer des investissements pharaoniques. Pas du tout. 2022-2023, on appellera à généraliser en partenariat évidemment avec l'association des maires, ça va de soi, quoi. Hein. Et on a un certain nombre de partenaires, l'université et quelques associations départementales liées à la mémoire ou au patrimoine. Je veux terminer par 3 informations importantes sur les monuments aux morts. Le régime juridique et les monuments aux morts. Ne cherchez pas, il n'y a pas de diapo, hein, c'est en plus, c'est le bonus. Le régime juridique et les monuments aux morts, c'est un monument funéraire, où qu'il soit. Même en place publique, même accolé à la mairie, c'est un monument funéraire. Et donc, on ne peut pas y inscrire n'importe quoi. Les questions sont parfois posées de savoir si on peut inscrire une phrase comme 19 mars, fin de la guerre d'Algérie. Non, c'est pas le lieu où on inscrit. On peut mettre une plaque commémorative ailleurs, mais pas sur un monument aux morts. Ça, c'est pas possible. Le monument aux morts appartient à la commune. Domaine public communal. Donc, responsabilité communale. Même si c'est la paroisse qui l'a payé. Même si c'est le châtelain du coin qui l'a payé, comme à Mérac, je crois, ou dans quelques communes. Une bonne nouvelle. Si vous envisagez des travaux sur le monument aux morts pour le rénover, demandez une subvention à l'ONAC. On vous accordera 20% du coût hors taxe, plafonné à 1 600 € quand même. Bon, on ne va pas non plus vous donner la totalité. Sachez aussi que les travaux sur un monument aux morts sont exonérés de TVA. C'est du hors taxe, toujours. Article 261, 4.10 du Code des impôts. Et qu'en matière d'inscription, dernière information, des noms, puisque
des noms peuvent être gravés encore sur les monuments aux morts. La précaution et l'obligation, il y a une obligation des maires d'inscrire le nom des morts pour la France. Il faut bien vérifier que le mort a eu la qualification de mort pour la France. C'est inscrit sur son acte de décès. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et bien sûr, je me tiens à votre disposition. Maintenant, vous avez les contacts, retenez-les, mais on vous les refera repasser. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des prises de parole par rapport à cet exposé ou pas? Allez. L'histoire, ça a été traité depuis longtemps. Normalement, la subvention a été versée. Je vérifierai, mais alors, les militaires morts à l'OPEX doivent être inscrits sur les monuments aux morts. Alors, tout dépend de la commune qui a reçu la notification de la mention mort pour la France. Alors, donc, concernant notamment les morts du 5e arraché en 2019, toutes les mentions n'ont pas été notifiées aux communes où résidaient ces militaires. Parfois, ça a été inscrit dans d'autres communes, communes de naissance, mais c'est une obligation. Loi de 2012 qui concerne le 11 novembre fait obligation aux communes d'inscrire. Il y a actuellement, c'est la commune d'Arully qui a effectivement une demande d'inscription pour un soldat de 14-18. La famille s'est retournée vers Arully et c'est Arully qui doit inscrire et c'est un coût. C'est bon? Merci. Il y a les communes modèles. Non, pas de contact, mais je retiens, j'ai le listing de tous les participants. C'est à moi. Bien, bonjour à tous. Je suis Monsieur Cognard, le chef du Centre du service national et de la jeunesse de Pau. Et je vais intervenir, alors ce sera une présentation à deux voix puisque je suis accompagné de mon adjoint, le capitaine Bois, qui lui interviendra plutôt en fin de présentation. Donc, ma présentation se fera en 4 points. Un petit rappel sur le service national, les missions du CSNJ de Pau, nouveautés pour les mairies, et là, c'est effectivement mon adjoint qui interviendra, et je ferai un petit focus sur le service national universel qui peut concerner évidemment vos jeunes administrés. Alors, un petit rappel, en 97, M. Chirac a décidé de la suspension du service national. Je dis bien suspension parce que j'entends encore souvent parler de suppression. Le service national n'est que suspendu parce qu'il voulait une professionnalisation des armées, ce qui a amené à la création en 1998 de la JAPD, que vous avez peut-être connue, Journée d'appel de préparation à la défense, dont j'entends encore utiliser le terme, et qui en 2011, sous l'impulsion de Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est passé Journée Défense et Citoyenneté. Alors, la mission, elle s'inscrit dans le parcours de citoyenneté, c'est-à-dire que nous avons des jeunes que nous prenons en charge, et vous également, puisque vous êtes à l'origine du recensement de ces jeunes, qu'il faut recenser dès l'âge de 16 ans. Alors, c'est une démarche évidemment personnelle. Le jeune doit se présenter dans vos services avec sa carte d'identité et son livret de famille pour se faire recenser. S'ensuit l'obligation légale qui est prévue donc entre 17 et 25 ans, obligation légale donc à laquelle nul ne peut échapper,
qui est la JDC. Donc, dès l'instant où le jeune est recensé à 16 ans, nous le prenons en compte dans notre système informatisé et nous le convoquons à la JDC entre 17 et 25 ans, sachant bien évidemment que le jeune fera sa JDC au plus près de son domicile. Pourquoi? Parce que j'ai ma zone de responsabilité sur 4 départements. Je ne vais pas appeler un jeune de Bayonne jusqu'à Mirande dans le Gers ou Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour qu'il fasse sa JDC. Donc, dès l'instant où le jeune est recensé, il fera sa JDC. À l'issue de cette JDC, il percevra son certificat individuel de participation qui lui permettra bien évidemment, puisque ça lui sera demandé, de s'inscrire pour le baccalauréat, le fameux permis de conduire. Il pourra également participer aux concours et examens qui sont sous contrôle de l'autorité publique et je n'oublie pas l'engagement dans les armées. Donc, voyez que c'est un document très important. Donc, si j'ai un petit message à vous faire passer, s'il vous plaît, pensez à rappeler à vos jeunes administrés, dès l'instant où ils atteignent l'âge de 16 ans, alors c'est pas 16 ans le jour des 16 ans, hein, on laisse évidemment un délai de 3 mois qui suit le 16e anniversaire, mais l'info à retenir, c'est à 16 ans qu'ils viennent vous voir pour se faire recenser. Puisqu'ensuite, nous évoquerons, et ça c'est mon adjoint qui va le faire, le principe de la dématérialisation du recensement. Donc, deux missions principales, administrer les dossiers des jeunes. Donc, comme je vous disais, dès l'instant où le jeune est recensé, vous allez nous envoyer les listes de recensement et nous allons le prendre en compte dans nos fichiers et nos dossiers. Et bien évidemment, planifier et organiser les JDC tels que je viens de vous le préciser. La zone de responsabilité, comme je vous l'ai également indiqué, c'est 4 départements. Sur ces 4 départements, je suis en charge d'organiser la JDC sur 9 sites. J'ai 8 sites militaires, donc ça va de Mont-de-Marsan en passant par le groupement de gendarmerie des Landes. En revenant plus à l'est, on passe par le Gers, Mirande, gendarmerie également. On redescend dans les Hautes-Pyrénées sur Tarbes. Et puis le plus gros consommateur, si je puis dire, en JDC, ce sont les Pyrénées-Atlantiques, donc qui vous concernent en particulier, avec un site à l'étape, un site à la caserne Bernadotte. Depuis 2 ans, on a créé un site au centre d'incendie de secours de Laurent, ce qui permet aux jeunes qui sont dans les vallées de ne pas avoir un trop long trajet à faire, parce que je ne vous apprendrai rien, mais à 17 ans, c'est plutôt les parents qui s'occupent du transport du jeune. Donc, dans un souci d'économie pour tout le monde, pour l'État et pour les parents, j'ai souhaité ouvrir ce centre de JDC au 6 de Laurent. Et quand on repart sur la côte, nous avons l'escadron de gendarmerie à Bayonne, la maison pour tous à Anglette, parce que quand je suis arrivé en 2015, il y avait la base navale qui malheureusement a été dissoute. Et comme Bayonne et Anglette sont de gros pourvoyeurs pour la JDC, il ne fallait pas évidemment que le jeune soit pénalisé. Et donc, nous avons un accord avec le maire d'Anglette qui nous met gracieusement à disposition la maison pour tous, ce qui nous rend bien service d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes angloïs à convoquer. Donc voilà, c'était la zone de responsabilité du CSN de Pau. Les chiffres, j'ai 1803 communes en gestion, dont les 546 du département. Ça représente 13 500 jeunes recensés pour l'année 2020, dont 6 166 rien que pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc vous voyez, comme je disais, ce département est un gros pourvoyeur de jeunes en JDC. 60% des jeunes sont recensés par voie numérique. Le but étant d'atteindre évidemment un chiffre de presque 100%. Alors j'imagine très très facilement qu'il y a des communes qui ont de petite taille qui n'ont pas forcément de jeunes à recenser, mais le but quand même c'est de pouvoir, et mon adjoint vous l'expliquera, de pouvoir informatiser de façon à ce qu'on arrive à une dématérialisation presque complète des listes de recensement, ce qui facilite les échanges entre les mairies, nous, voire les jeunes.
Pour en revenir aux chiffres clés 2020, donc nous avons organisé 300 JDC, dont 179 sur les sites du département, rien que pour le 64. J'ai mis entre parenthèses les 79 JDC qui sont actuellement en ligne, puisque depuis le mois de novembre, compte tenu du contexte sanitaire, nous effectuons les JDC en ligne. D'où l'importance, je le répète, de dématérialiser au maximum les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes. Donc, depuis le mois de novembre, 79 JDC en ligne. Nous avons un vivier de 161 animateurs militaires, puisque les JDC se passent, comme je vous l'ai précisé, sur des sites militaires. Lors de ces JDC, nous faisons passer le test de français qui nous est demandé par l'Éducation nationale. Et le constat, il est qu'il y a 11,1% des jeunes pour l'ensemble des 4 départements qui est détecté en difficulté de lecture. Et pour les seules Pyrénées-Atlantiques, nous avons, pour l'année 2020, presque 11% de jeunes qui ont été détectés en difficulté de maîtrise de la langue. Alors pour ces 11%, évidemment, nous sommes en relation avec l'Éducation nationale. Nous leur signalons, si le jeune est scolarisé, nous leur signalons le cas. Si le jeune n'est pas scolarisé, nous le recevons en entretien et nous l'orientons principalement vers la mission locale, voir les systèmes de remédiation que peut offrir l'armée, c'est-à-dire le service militaire volontaire, l'établissement public d'insertion dans l'emploi, et les diverses mesures qu'on peut prendre, parce que les décrocheurs, c'est bien souvent difficile à rattraper, si je puis prendre cette expression. Et pour le national, donc France métropolitaine et Outre-mer, nous sommes à malheureusement presque 15% de jeunes en difficulté lors du test de français. Diapo, s'il te plaît. Voilà, comme à l'instar de mon camarade colonel Lebey, je ne suis pas le centre du monde, simplement pour vous montrer que nous avons une multitude, et j'ai bien mis un petit focus sur les mairies, parce que nous avons quand même pas mal de partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous avons l'ONAC, nous avons les mairies, nous avons les missions locales. Donc tous ces organismes, les mairies concourent à la prise en compte du jeune, parce que le jeune, dès l'âge de 16 ans, et on va y revenir même un peu plus jeune pour le SNU, il est pris en compte. Et puisque nous sommes dans une terre de rugby, j'ai pour habitude de dire que nous sommes des passeurs relayeurs, c'est-à-dire que le jeune qui fait sa JDC, s'il veut embrasser une carrière militaire ou à minima faire un petit temps dans les armées, eh bien nous passons le relais au CIRFA. Donc vous voyez que nous sommes organisés de façon à ce que le jeune et la jeunesse en général puissent être pris en compte comme il se doit. Diapo. Donc là, je vais laisser la parole au capitaine Bock qui va vous parler des nouveautés pour les mairies. Merci. Donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours de visio. Voilà, le but de mon intervention qui va être assez rapide, c'est de vous effectuer quelques rappels sur le recensement dont j'espère que vous pourrez vous faire un petit peu le relais. Donc comme l'a rappelé Monsieur Cognard, à partir de 16 ans, les jeunes vont se faire recenser en mairie. Suite à ça, les listes nous sont envoyées en fait au centre du service national et de la jeunesse et en fait on traite ces listes. Ces listes, elles sont envoyées en fait tous les trimestres. Alors le premier rappel que je vais faire à ce niveau-là, ça serait voilà de vous dire de bien penser à envoyer les listes à la fin du trimestre échu. Donc par exemple là pour la période de janvier jusqu'à fin mars, ce sera envoyé début avril. Deuxièmement, il y a encore certaines mairies qui envoient soit des notices individuelles, soit des listes de recensement. En fait, il faut bien envoyer les deux quand vous nous envoyez ces données-là. Troisième petit point, c'est lors du recensement, bien insister auprès des jeunes pour obtenir un numéro de téléphone et une adresse mail. Ça a été c'est très important pour nous, notamment en ce moment parce qu'on a eu la JDC en ligne qui a été mise en place.
Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on manquait parfois d'adresses mail pour contacter les jeunes, leur envoyer leur ordre de convocation ou pour les contacter par téléphone pour ne serait-ce que les prévenir de l'annulation d'une JDC en présentiel. Donc voilà, si vous pouvez penser à faire ce rappel-là, ça serait, pour nous, ça nous simplifierait vraiment la tâche. Et le dernier point de rappel, pensez à nous envoyer des états de recensement, même s'ils sont néants pour des petites communes. Parfois, il n'y a pas de jeunes qui sont recensés. Il faut tout de même nous envoyer un état néant. Donc le second temps de mon intervention, comme l'a rappelé Monsieur Cognard, c'est par rapport à la dématérialisation. Donc de toute façon, on y viendra tous, mais le but est de. Il y a encore beaucoup de communes qui nous envoient des listes papier. On reçoit des lettres avec comme je vous disais, des notices papier et des listes de recensement papier également. Le but, c'était de vous parler d'un logiciel qui existe, qui s'appelle Doremi, D-A-U-R-E-M-I, qui a été créé donc par deux fonctionnaires, dont un qui travaille en centre de service national et de la jeunesse, et un autre qui travaille en mairie. En fait, c'est un logiciel qui a été créé, je crois, en 2018, et qui vous permet, donc c'est un logiciel totalement gratuit, qui vous permet d'effectuer ce recensement. Donc d'avancer dans la dématérialisation, de vous simplifier toutes les démarches. Donc ce logiciel, il est téléchargeable directement sur leur site Doremi. Donc déjà, ça fait des économies de papier pour la planète, si je puis dire. Ensuite, ça vous permet aussi d'avoir accès à ce logiciel, à ses fonctionnalités de manière totalement gratuite, parce que c'était le but de ce logiciel à la base, c'était d'éviter le frein que ça pouvait constituer au niveau du budget, parce qu'effectivement, les grosses communes ont des suites logicielles, etc. Mais on est conscient que toutes les communes n'ont pas les moyens de mettre 3 000 ou 4 000 euros dans une suite logicielle. Donc ce logiciel-là, il a été créé à la base pour ça. Et voilà, je profite de mon intervention pour vous faire un petit point là-dessus. Ça a plusieurs avantages, dont la gratuité, l'économie de papier. Ça permet aussi, entre autres, après je vous laisserai aller regarder sur le site tous les avantages que je ne pourrais pas citer tout ici. Ça vous permet aussi d'organiser le recensement. Ça vous permet de synthétiser les inscriptions, d'afficher des statistiques aussi par rapport aux jeunes que vous recensez. Donc, les données sont également bien protégées parce qu'elles sont dans l'ordinateur, elles ne sont pas, les données personnelles des jeunes, elles sont inscrites dans l'ordinateur, elles ne sont pas divulguées sur Internet ou quoi que ce soit. Le logiciel fonctionne hors connexion. Donc, je vous incite à vous faire le relais de cette information et à transmettre aux différentes mairies que ce logiciel existe. Donc, je vous rappelle Doremi, D-A-U-R-E-M-I. Et voilà, j'espère que vous pourrez vous faire le relais de tout ça. Je vais vous. Oui. Vous savez combien de communes utilisent ce logiciel? Alors justement, oui. Alors On a des missions d'information et de communication. Parce que moi, le premier, c'est mon secrétaire qui le fait, mais je ne sais pas s'il utilise ce logiciel. Alors, au départ, au tout départ, c'était le logiciel Pecoto qui était utilisé, mais il n'est pas gratuit. C'est pour ça qu'après recherche, on vous propose pour les mairies, comme disait le capitaine, qui n'ont pas les moyens, qui ne le souhaitent pas, dépenser certaines sommes pour s'informatiser. On vous propose le logiciel Doremi. L'idée étant, bien entendu, qu'au final, comme je disais tout à l'heure, on arrive tous pratiquement à 100% de mairies informatisées. Donc, Doremi ou Pecoto. Mais en tout état de cause, si vous pouvez le faire, ce sera très bien. Voilà, ça permet d'envoyer de manière complètement automatisée, sans lettres, sans rien, les informations au CSN pour qu'on puisse les traiter. Pour répondre à votre question, dans le 64, alors il y a une carte sur le site Doremi, il y a une carte en temps réel, en fait, quand la mairie elle crée son compte, elle apparaît sur un petit point sur la carte. Dans le 64, je crois qu'il y a moins de 20 mairies qui l'ont.
Voilà, donc c'est assez peu. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point. Alors effectivement, il y a certaines régions de France qui ce logiciel, il a été créé. Ça c'est pour la petite aparté. Il a été créé par quelqu'un qui travaille au CSNJ de Caen. Donc effectivement, on voit bien que sur la carte au niveau de Caen, toutes les mairies sont au niveau de Caen et ils s'en servent énormément aussi en Polynésie du fait de l'éloignement des mairies, de l'absence j'allais dire d'un traitement postal comme on peut avoir en métropole. C'est utilisé, je crois, par 90% des communes en Polynésie. Et il y a eu des articles dans le journal justement qui parlent de ce logiciel. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on communique justement par rapport à ça. Ouais. Et apparemment, il y a des participants qui ont un souci là, avec les antivirus qui bloquent ils prennent le logiciel Ma Veille Info. Voilà, ils bloquent totalement Doremi. Alors oui, effectivement, alors ils ont sur le site d'Oremi, justement, j'y suis allé le voir récemment. Effectivement, ils ont pris en compte ce logiciel et ils proposent, alors bon, sans forcément rentrer dans le technique, mais ils proposent des solutions justement sur le site d'Oremi. C'est d'ailleurs quand on va sur le site, c'est le premier truc dont ils parlent. Ils expliquent qu'il y a des moyens de contournement de ce problème-là. Voilà. Je vais vous laisser la parole à nouveau pour le SNU, à moins qu'il y ait des questions peut-être. J'ai pas vu la dernière mise à jour du partenaire. Okay, ah oui, voilà, oui, je l'avais pas vu. Oui, voilà, pour répondre à la question qui a été mise sur le chat, voilà, je vous invite à aller voir sur le site de Doremi. Il y a toute une foire aux questions où effectivement cette question est évoquée. Voilà. Okay. Merci. Alors, je reprends la main. Je vais vous parler rapidement du site magidc.fr. Vous demandez également, c'est un acte de communication, d'informer votre jeune population, vos jeunes administrés, que ils ont tout intérêt à créer un compte sur le site magidc.fr. Ils se connectent directement sur le site magidc.fr. Ils prennent l'onglet, comme c'est à l'écran, espace. Vous avez un espace mairie, un espace administré. Enfin, vous voyez, il y a 5 espaces. Le jeune clique sur le premier à gauche et crée son compte. Et à partir de là, il aura facilité de discussion, d'échange avec la mairie ou le CSNJ. Donc, s'il vous plaît, et je vous en remercie à l'avance, pensez à informer le jeune que sur le site magidc.fr, il peut créer son compte. Ce qui nous facilite beaucoup le travail en ce moment, quand nous avons une JDC en ligne à faire effectuer, toutes ces données nous sont importantes, téléphone, mail et le compte magidc.fr. Voilà, et je vais aborder le dernier point, donc, qui est le SNU, le Service National Universel. Donc cette année, l'année dernière, il a été annulé, comme vous le savez, par rapport au contexte sanitaire. Cette année, il devait y avoir 2 sessions, une à Pâques qui a été annulée, et celle, le séjour de cohésion du 21 juin au 10 juillet est toujours en cours. Le service national universel m'intéresse en particulier parce que sur ces 15 jours, je suis chargé d'organiser la journée défense et mémoire nationale pour les 4 départements. Pour les Pyrénées-Atlantiques, 2 sites sont pressentis. Le lycée Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisqu'au départ, ça devait être le lycée Canto à Anglette, mais ça ne peut plus se faire. Et a priori, le lycée Hautevue à Morlas, mais le chef de projet m'a dit que ce serait en fonction du nombre de jeunes volontaires. Parce qu'encore cette année, le SNU s'adresse aux jeunes volontaires. Il n'est pas encore obligatoire. Donc, à partir de là, je suis chargé d'organiser cette journée défense et mémoire nationale. Donc, j'en profite également pour faire appel aux bonnes volontés, les correspondants défense, qui seraient intéressés pour animer dans le département sur ce ou ces sites-là, quand ils seront vraiment officialisés, animer le premier module, qui est le module défense, et en particulier un jeu qui s'appelle le jeu défense, décision défense. Il y aura bien évidemment une formation à minima pour les éventuels volontaires que je remercie à l'avance. Nous avons une question là de quelqu'un qui habite à Tarnos et qui demande si elle peut faire donc sa JDC à Bayonne. C'est sûr que... Bien sûr, bien sûr.
Alors, comme je le disais, effectivement, les jeunes à 16 ans, quand il va se faire recenser, il déclare l'adresse de son domicile. Mais il est bien évident que si il nous prévient, il contacte le CSNJ de Pau en disant, voilà, je suis pour une raison X ou Y, plutôt partant pour faire ma JDC à Bayonne, il n'y a aucun problème. Dès l'instant où on a l'information suffisamment en amont, il n'y a aucun problème, on se met au service du jeune. Alors, s'agissant de la formation pour participer au jeu décision défense du SNU, c'est une journée. Une journée. Alors, je verrai après en fonction du nombre de volontaires où je la ferai. Normalement, elle se ferait à Pau CSNJ, mais potentiellement, on pourrait imaginer la faire au plus près des gens qui seraient volontaires. Donc, j'attendrai d'avoir les noms des volontaires et leur localisation pour déterminer le lieu et la date de la formation. Comment peut-on se porter volontaire pour le SNU? Alors, s'il s'agit du jeune, il va sur le site, comme je l'ai indiqué, servicenational.gouv.fr. Et pareil, hein, comme pour le majdc.fr, il y a des onglets. Donc, il va arriver la page d'accueil, c'est « Je participe ». Donc là, c'est très intuitif. Il clique sur « Je participe » et il se laisse guider. Pour le jeune qui est complètement paumé, là, il ne serait pas judicieux qu'il se rapproche du secrétariat de mairie pour l'accompagner, parce que bon, je sais qu'ils sont des utilisateurs des réseaux sociaux, ainsi de suite, ou des ordinateurs, mais quid pour ceux qui n'utilisent pas ces moyens technologiques, quoi. Peut-être que les collectivités auront peut-être un rôle à jouer justement par rapport à ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ces jeunes qui sont en difficulté, comment on peut les accompagner justement pour simplifier leur inscription. Alors, dès l'instant où le jeune se sera porté volontaire sur le site SNU, normalement, il va être pris en... Alors, s'il est scolarisé, c'est l'établissement scolaire qui va se charger de le signaler auprès du chef de projet de chaque département. S'il n'est pas scolarisé, effectivement, la mairie et les communes auront un rôle à jouer. Pour les décrocheurs, quoi. Eh oui. Comment peut-on... Alors, j'ai vu une question sur une journée en semaine. On peut la faire en semaine ou un samedi. Ça sera également en fonction de la disponibilité de chacun, puisque j'imagine que les emplois du temps sont chargés en mairie. Le séjour de cohésion, effectivement, prend en compte l'hébergement des jeunes. C'est un séjour de cohésion type internat pendant 15 jours. Les jeunes sont hébergés, sont nourris, transportés et habillés. C'est-à-dire qu'à l'arrivée au centre SNU, ils perçoivent un pactage. À minima, ils ont tous la même tenue pendant ces 15 jours. Alors, pour les encadrants, comment peut-on se porter volontaire pour le SNU? Pour les encadrants, eh bien, je vous demanderai de m'écrire directement au Centre du service national et de la jeunesse. Donc, si Madame Zink peut... Le maire Oui. Tout à fait. Et après, vous m'écrivez directement puisque c'est moi et le capitaine qui sommes en charge de l'organisation et de la mise en place des équipes pour justement cette journée défense et mémoire nationale. Alors, je peux vous le donner tout de suite si vous voulez. Tout en minuscule, marc.cognard, COGNARD, intradef.gouv.fr. Voilà. Et je vous remercie d'avance pour votre participation. Merci. Ouais. Bon.